Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable. Un grand bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Déclic d'avenir, la seule émission, vous le savez, qui décrypte pour vous les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter, épisode après épisode, à nous télécharger et nous envoyer vos messages. Avec pour invité aujourd'hui Marianne Monchamp, directrice générale de l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance. Franck Nataf, président de la FEDESAP, la Fédération française des services à la personne et de proximité. Et Arnaud Dugluet, vice-président d'ArchMC2, le digital au service de la personne. Bonjour à tous les trois. Bonjour à vous. Je suis vraiment très honoré de vous accueillir pour ce sujet qui, je dois vous le confesser, va certainement mettre les pieds dans le plat. Et il y a de quoi. Le virage domiciliaire, quelle stratégie pour éviter la sortie de route, déjà le titre. Ça y est, on y est. Le mur du grand âge, c'est 2026 et ça fait des années qu'on l'annonce. En 2026, les premières générations du baby-boom vont arriver au-delà de 80 ans et là, on va avoir une explosion pendant au moins 30 ans. Or, on ne peut pas accompagner tout le monde en EHPAD, donc il va falloir trouver d'autres solutions, d'autant que 90% des gens souhaitent vieillir à domicile. Alors c'est pas qu'on n'a rien fait, mais est-ce qu'on a réellement tout bien fait ? Toutes les actions ont-elles été coordonnées, pensées dans le bon sens et avec coordination ? Du coup, ma première question, l'expression virage domiciliaire. Moi, ça me fait penser à un grand machin, comme dirait De Gaulle, comme si on cherchait à faire du domicile un EHPAD. Si je résume un peu, est-ce que je me trompe ? Marianne Monchamp. Alors déjà, peut-être peut-on suggérer de revenir aux sources. Cette histoire de virage domiciliaire, c'est quand même un peu un machin technocratique qui s'est construit à partir d'une idée assez simple. Et là, sans vouloir faire un excès de sémantique, qui nous invite à parler de ce qu'est la vie à domicile et de ce qu'est le choix, au fond, de vieillir chez soi. Au fond, le fond de l'histoire, le cœur de l'histoire, c'est ça. Et cette aspiration, elle s'est fait jour, en effet, parce que les générations qui avancent en âge ont pris des habitudes de liberté et d'expression de leur choix auxquels je pense elles n'ont absolument pas envie de renoncer. Parce que quelques événements un peu fâcheux sont intervenus dans une récente période qui a conduit tout de même à fustiger les dérives d'une approche institutionnelle dans laquelle ces figures imposées, c'est-à-dire quelles que soient les préférences que l'on peut avoir, nos organisations médico-sociales suggèrent que nous ayons tous la même réponse. Et puis, pour terminer, une sombre question de finances publiques et de capacité de financement du modèle de protection sociale qui a conduit cette idée simple qui était celle d'une préférence et d'une orientation du modèle dans un sens de reproduire les conditions du domicile, en ce fameux virage qui suggère une alternative à l'institution et à l'établissement. Et c'est là que les choses se compliquent, et à mon avis, c'est là qu'on perd de vue, au fond, une ambition collective qui me semble assez légitime. Mais c'est tout le sujet, justement. Il y a quand même une histoire de machin, on est d'accord. C'est une grande machinerie. Le machin est arrivé, effectivement, quand on a suggéré que par l'organisation du domicile, on pouvait être moins-disant sur l'accompagnement de l'avancée en âge de la personne âgée. Et ça, alors là, pour le coup, c'est le prototype de la fausse bonne idée. En revanche, l'ambition d'être en capacité de vieillir dans son chez-soi, en étant patron chez soi, avec ses choix, ça, c'est un bel enjeu de protection sociale. On va y revenir, justement. On sait réellement ce qu'attend l'utilisateur final, Franck, Arnaud ? On lui a posé la question ? Alors, on ne lui pose pas la question dans ces termes-là. On lui dit, très souvent, la réponse qu'on lui dit, c'est « on est capable de vous financer ça ». Voilà. Et donc, en gros, soit vous êtes capable de vous débrouiller avec ce qu'on vous finance, soit vous avez vous-même les moyens pour financer ce qui n'est pas financé. Mais en règle générale, même quand on fait... il y a une certaine notion d'évaluation multidimensionnelle des choses. Cette évaluation, elle ne sert au final à ne dimensionner que le financement.
et pas réellement le contenu, l'accompagnement du projet de vie. Alors, en particulier pour les personnes âgées. Pour les personnes en situation de handicap, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est une approche qui est déjà très naturelle, et aussi plus historiquement ancrée. Plus évidente. Exactement. Ouais. Donc du coup, là-dessus, pour les personnes en situation de handicap, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Il y a évidemment des choses qui peuvent encore évoluer, mais dans le bon sens. Mais côté public âgé, là, pour le coup, c'est vrai qu'on est dans une version un peu figée d'un système qui est piloté principalement par les finances publiques. On peut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un senior, parce qu'en fait, il y a plein de seniors différents. Il y a celui qui a un peu plus de 50 ans, il y a celui qui a plus de 60, plus de 70, plus de 80. Moi, j'en connais plein qui ont plus de 70 ans, ils ont des smartphones, et c'est pas tout à fait la même chose qu'il y a 20 ans, quoi. Je sais pas, vous vouliez peut-être intervenir ? Oui, juste pour rebondir, compléter, nous, pour le côté technique, juste petit aparté qui me fait toujours sourire quand on cite ce sondage, il y a 90% des personnes qui vivent à domicile, ou c'est 85%, ça m'a toujours fait sourire, c'est les 10%. Qu'est-ce qu'ils veulent, les 10% qui restent ? Faire quoi d'autre, sinon vivre à domicile. Mais bon, et nous on le voit bien au niveau métier, en fait, nos informations, les informations des structures d'aide à domicile, que ce soit des SIAD ou des SAD, si le SIAD est séparé du SAD, le SIAD ne sait pas quand est-ce qu'intervient le SAD et vice-versa. Quand ils travaillent ensemble, ça va. Mais quand ils ne travaillent pas ensemble, non, on est obligé de faire des partages d'informations qui n'est pas structuré, qui n'est pas, etc. Un médecin qui intervient au chevet d'une personne, la structure des domiciles ne sait pas. Un déclenchement de alarme, la structure ne sait pas. Aujourd'hui, quand Franck parlait tout à l'heure d'une orientation par le prix, c'est exactement ça. Et puis surtout, c'est OK, il y a besoin de ça, OK, on peut vous faire ça et ça et ça, et le reste... D'accord. C'est la différence entre l'EHPAD et le domicile. L'EHPAD est une solution agencée de nature industrielle. Pardon pour la violence du propos, mais je crois qu'on peut convenir que ça ressemble à ça. Les pieds dans le plat. Ça ressemble à ça. Au domicile, la question de l'agencement de la réponse repose sur qui ? Parfois sur le proche aidant, parfois sur la personne elle-même, parfois sur l'auxiliaire de vie. Bref, sur une espèce d'impensé qui crée une charge mentale considérable, une perte de chance parfois, et une incapacité à résoudre une équation complexe. Et je reviens à la question, c'est qui un senior ? Je pense que le décideur public aurait intérêt, je me permets de le suggérer respectueusement, à recaler le référentiel qui conduit à la fabrique des politiques publiques et dans la période actuelle à la non-fabrique des politiques publiques. Pourquoi ? Parce que la notion de seniorité, si on veut utiliser ce terme politiquement correct pour parler des personnes âgées, d'abord elle évolue, elle a considérablement changé dans le temps. En 2024, on n'est pas vieux comme on était vieux en 1900 ou même en 1960. Bien sûr. Et les démographes et les gériatres convergent pour parler de deux notions très importantes. L'âge civil versus l'âge biologique. Les politiques publiques sont beaucoup construites sur la notion d'âge civil. Dans le champ de l'autonomie, elles ont agrémenté ça de ce qu'elles appellent les girages et les courbes pathos pour définir des caractéristiques individuelles, mais quelque part, on peut prétendre à l'allocation personnalisée autonomie à partir d'un certain âge et pas avant. Et donc, cette notion-là, si vous voulez, elle induit des biais de représentation très importants. Et l'autre notion, c'est la notion d'âge prospectif. L'âge prospectif, c'est l'âge qui reste à vivre de manière générale et parfois l'âge qui reste à vivre en bonne santé. Et les 10% de gens qui disent pas je veux vieillir chez moi, eh bien, il se peut que ce soit des personnes très désorientées qui, effectivement, ont beaucoup de mal à se prononcer sur une solution non agencée. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on constate que quand on augmente, si vous voulez, le niveau de la perte d'autonomie, à ce moment-là, des arbitrages peuvent se poser sur le niveau d'agencement embarqué dans la solution. Mais c'est pour ça que l'évolution des politiques publiques, et ça, Franck est un expert en ce domaine, conduit à s'interroger sur d'autres approches. Ce n'est pas simplement répondre à la kyrielle de questions qui se posent, mais être capable de suggérer comment on agence toutes ces réponses. Pour être clair, ça ne sert à rien de faire venir l'infirmière si le lit médicalisé n'est pas installé. Ça ne sert à rien de faire porter le repas
si ce fameux lit médicalisé n'est pas installé quand la personne va sortir de l'hôpital en situation de perte d'autonomie. Vous voyez ? Donc, quelque part, je pense que c'est moins le virage que cette systémique, au fond, d'une réponse qui doit être, en effet, domiciliaire, même en EHPAD. Arrêtez-le une fois Même pour en toutes, EHPAD. en fait. C'est un peu Oui. ça. Et je ne veux voir qu'une seule tête. Il y a toujours eu... Alors déjà, même si on remonte très loin, c'est-à-dire fin 19e siècle, on avait à l'époque des solutions congrégationnelles. Oui. On avait les hospices. Mhm. Et il y a toujours eu ce mouvement de balancier qui, comme le décrivait très bien Marianne, entre établissement, domicile. Et donc, du coup, on avait fait sortir à l'époque les bonnes sœurs à la fin du 19e en se disant, en fait, on n'arrive plus à accueillir suffisamment de monde dans les hospices. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on fait du domicile. Et ce mouvement de balancier, en gros, il prend à peu près entre 30 et 40 ans à chaque fois. On a vu la même chose au niveau de la psychiatrie. On s'est mis à créer plein d'asiles psychiatriques. Et après, on s'est dit, non, en fait, c'est mieux si ils sont en milieu ordinaire. Mmh. Voilà. Et ce mouvement-là, en fait, il est l'élément qui amène le balancier à bouger côté domicile, c'est à chaque fois une économie d'argent public. C'est de se dire, ça coûte trop cher. Il n'y a pas assez de place, ça coûte trop cher, hop, domicile. Et effectivement, c'est là où je pense qu'on se trompe et où, du coup, on n'investit pas au bon endroit. Parce que, alors, on entend beaucoup, il ne faut pas opposer domicile et établissement. Et en fait, néanmoins, dans les faits, ils sont opposés par nature et par la politique en fait, qui est faite, puisque du coup, ce qui conduit au domicile, c'est toujours que l'établissement coûte plus trop cher. Donc effectivement, il y a bien cette opposition. En revanche, aujourd'hui, par exemple, les solutions de ce qu'on appelle l'habitat intermédiaire, l'habitat inclusif, est une solution, alors, qui en théorie serait plutôt proche du domicile, et donc qui pourrait ressembler à un mini EHPAD hors les murs, avec une logique domiciliaire. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a très peu d'investissements sur ce type de solution. Et d'ailleurs, il y avait donc il y a le rapport Pisto-Wolfram qui est sorti il y a 2-3 ans, qui préconisait la création de 150 000 places. Création de 150 000 places par an. Par an. On est en gros aujourd'hui sur... je crois que la meilleure année, on a dû créer 10 000 places. D'accord. Par an. Donc, et sachant que, en effet, comme vous le rappeliez en préambule, 2026-2030, c'est presque demain. Oui, c'est ça. Ouais. Donc du coup, cette accélération, il faut effectivement la mener. Et là-dessus, en effet, c'est pas nécessairement d'ailleurs quelque chose de très coûteux, en réalité. Parce que, par exemple, pour s'assurer que le lit médicalisé, il soit bien là le jour J, avec, effectivement, et que ça donne toute son utilité, par exemple, au portage de repas, ça, c'est pas grand-chose, en fait. C'est, comme dirait l'autre, aussi simple que 2 coups de fil. Ouais. En revanche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les passe, ces coups de fil. Parce que si personne ne les passe, là, effectivement, on rentre dans une complexité et on met les familles, les aidants, les personnes elles-mêmes face à une complexité où, pour eux, en fait, ça devient un monde d'arriver à les passer ces 2 coups de fil, et ça va peut-être leur en prendre 25 pour arriver à trouver les bonnes personnes. Je veux juste ajouter à ce que Franck vient de dire fort justement, c'est qu'il faut faire attention dans la représentation des impératifs et de l'étroitesse des financements publics. Déjà, il y a une question qu'il faut se poser philosophiquement, c'est la partition des coûts et ce qui peut relever de l'effort public, de la solidarité nationale, de la mutualisation versus du financement de mes propres choix. Tout le monde ne part pas en vacances au même endroit. Tout le monde ne vit pas dans les mêmes conditions et on peut imaginer qu'effectivement les personnes induisent des choix, propres. On n'est pas obligé d'avoir le même menu et la même réponse. Mais au-delà de ça, il y a une chose dont il faut bien avoir conscience.
Si l'effort sur cette approche domiciliaire, quelle qu'en soit la forme, jusque et y compris dans l'EHPAD, qui doit devenir domiciliaire, mais éventuellement on y reviendra, n'est pas consenti, et vite, puisque c'est maintenant que l'effet du vieillissement se produit, ce ne sera pas un simple choix budgétaire, oui, non, on fait pas. C'est que tout ce qui ne sera pas fait dans ce cadre-là va se reporter de manière aléatoire et extraordinairement coûteuse sur, pour dire des trucs techno, sur des séquences de la chaîne de la valeur qui sont hors de prix. Aujourd'hui, aux urgences de l'hôpital, 33% des personnes admises aux urgences de l'hôpital sont des personnes âgées, en situation de crise ou de décompensation dans des situations de pathologie complexe. Le plateau technique aux urgences de l'hôpital oscille entre 750 et 1500 € jour en fonction de ce qu'on pratique comme acte d'urgence. Ce que je veux dire, donc, c'est ne pas définir par une politique publique ou, mieux encore, par une loi de programmation, allez, le mot est lâché, l'horizon budgétaire dans lequel nous devons nous inscrire, va avoir pour effet de dégrader les comptes de l'hôpital public. Je ne ferai pas de commentaire sur la situation de l'hôpital public à date. Donc, si vous voulez, c'est pas une question d'on fait, on fait pas. C'est la question, effectivement, de l'efficacité, de la pertinence et de la soutenabilité, j'ose les mots techno, de notre système de protection sociale, embarquant notre système de santé. Vous savez, il y a des choses très intéressantes. Quand vous arrivez en EHPAD, en sortie d'hospitalisation, c'est-à-dire que vous vous êtes cassé la figure, vous êtes cassé quelque chose, vous passez par la case hôpital et ensuite vous êtes admis en EHPAD, votre espérance de vie est de 11 mois. Vous entrez allez en EHPAD au bout d'une décision qui est prise que ça ne peut plus durer à domicile, votre espérance de vie, elle est de 24 mois. Pardon pour ces chiffres un peu trash, oui, mais l'hôpital, aujourd'hui, vous y entrez GIR 4, vous en sortez GIR 2. D'accord. Donc, c'est important. Je crois que pour bien comprendre ce débat, on est obligé de passer en 3D. On est obligé de comprendre la systémique même, effectivement, de l'avancée en âge. Je comprends. Mais alors, il y a une chose que je ne comprends pas. En 2014, on a dépensé 30 milliards consacrés à la prise en charge de la dépendance. Ça veut dire quoi? Il faut plus d'argent ou mieux d'argent? Changer le modèle. Tout changer. Enfin, moi, Franck dira ce qu'il en pense. Changer le modèle. C'est pas en valeur absolue qu'on peut juger de la pertinence d'une politique de santé. Aujourd'hui, je peux vous prendre plein d'exemples de gabegie en politique de santé. Aujourd'hui, on dépense un pognon de dingue, je crois que c'est 60 millions par an pour faire de la prise de sang à des fins de prescription de la vitamine D dont tout le monde se fout, enfin, sauf quelques personnes qui sont carencées en vitamine D. À côté de ça, la prévention du handicap de l'enfant, la prévention primaire du handicap de l'enfant, on a un budget de 23 milliards. Qu'est-ce qui va avoir l'incidence la plus forte? C'est l'ampoule de vitamine D qu'on va filer à Madame Michu vous comprenez? Et donc, convenons que souvent, les politiques publiques sont guidées par la simplicité d'exécution. Et vous avez des boulevards de financement, parce que comme ça, c'est très critique mon propos. J'espère que ceux qui nous écoutent prendront... c'est important, la critique, ça ne veut pas dire... C'est constructif, la critique. Mais je le dis parce que c'est une conviction extrêmement forte qui est la mienne. Donc, ce n'est pas au poids l'argent public. Là, aujourd'hui, la question, c'est la pertinence de la dépense publique et son orientation. On a en effet... on se plaint très souvent en tant qu'acteur du médico-social justement de la barrière qu'il y a entre le sanitaire et le médico-social. On a à l'intérieur effectivement du ministère de la Santé qui aujourd'hui par exemple regroupe la ministre en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dépend de la ministre de la Santé. Néanmoins, on n'arrive pas à avoir cette vision globale. Et en fait, chacun gère en silo budgétaire sans justement avoir de mesures d'impact. Et par ailleurs, alors là, il y a par exemple un rapport de l'IGAS qui est sorti il y a une quinzaine de jours qui est extrêmement critique vis-à-vis du virage domiciliaire et qui dit il faut mettre fin au virage domiciliaire, revenons en gros aux normes qu'on connaît. Voilà, l'établissement, on ne sait pas ce que c'est que le virage domiciliaire. Et effectivement, on se dit, bon, alors déjà, ça serait peut-être pas mal que les gens de l'IGAS aillent sur le terrain et aillent à domicile. Hein, parce que du coup, ils se rendraient compte en réalité, ou peut-être qu'ils ne l'ont pas vécu et à la limite, tant mieux pour eux, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas eu cette situation à gérer. Mais
le rapport, quand on le lit, on se dit, on est quand même face à des technocrates complètement déconnectés des réalités. C'est-à-dire que même à titre personnel, ils n'ont pas de grand-mère, ils n'ont pas de grand-mère à domicile, ils sont tous en EHPAD, voilà, ou j'en sais rien, moi. Ils n'ont jamais connu de personne en situation de handicap qui exprime ce besoin de ne pas être enfermé dans un foyer. Alors, il y a dans certaines situations, des masses ou des femmes, ça peut être parfaitement adapté. Quand ça correspond aussi au choix de la famille, de la personne elle-même aussi, et avant tout d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, à 95%, elles expriment le fait qu'elles veulent vivre en France et pas être obligées d'aller en Belgique quand elles sont autistes, par exemple. Évidemment. Et que quand elles vivent en France, qu'elles vivent chez elles. Voilà. Et aujourd'hui, il y a tout pour qu'elles vivent chez elles, en réalité. Et c'est là où, du coup, avec une approche globale, et c'est dommage qu'on n'arrive pas à le faire, mais je pense qu'il faut arriver à déconstruire quand même une politique de santé qui a été très hospitalo-centrée. Et on voit bien, en fait, d'où ça part. C'est-à-dire, je pars de mon hôpital. Mon EHPAD, en gros, il sert à décharger mon hôpital. Et ensuite, quand je dois décharger mon EHPAD... C'est du délestage, en fait. J'ai du domicile. J'ai du domicile, où là, je me délaisse sur qui, globalement, aujourd'hui, par la force des choses et par le manque de financement, sur les aidants. Exact. Oui, qui prennent au final, oui. Arnaud ? Mais nous, on le voit au niveau de... Je retournais, vous avez parlé de l'humain, je retournais à l'informatique, à la technique. Nous, on l'a vu au niveau du Ségur. Le Ségur numérique, décloisonnement du secteur. Pour la première fois, l'État et la finance publique descendent et va voir le secteur médico-social pour dire comment vous faites, comment on peut faire pour décloisonner les informations. Mais c'est venu comment au début on n'était pas dans le giron. C'est-à-dire qu'on est venu après, on s'est rendu compte, ah ben il y a de l'hospitalisation à domicile, ok. Ah ben il y a du SIAD, ok. Ah ben il y a du SAD, ok. Et il ne peut pas y avoir de SIAD s'il n'y a pas de SAD, tout le monde se tient un peu. Pour preuve, comment on finance l'hébergement de données de santé des structures du Ségur du numérique dans 6 ans ? Ben, les départements ne savent pas, aujourd'hui on ne sait pas. Aujourd'hui, sympa. On nous dit il y aura des directives, il y aura etc. On a un Ségur phase 2. C'est la première fois encore. On a eu un podcast, on a enregistré un podcast sur le Ségur. C'est la première fois que ça arrive. C'est hyper louable, mais ça reste encore. Il y a encore du mouvement de décloisonnement à faire. Et on le voit, on le voit au quotidien, nous, pour ces aspects-là. Hein. Je vais juste faire une petite remarque sur les GIR tout à l'heure, parce qu'on est vieux, donc la CNSA nous dit vous êtes vieux à 60 ans, puisqu'à partir de 60 ans, on peut être giré. Et puis, on va passer par 4, 3, 2 et 1. Donc, et en fait, on a vu, moi, j'ai fait faire pour des besoins internes, quelle était la répartition des GIR qu'on avait prises en charge dans 4 départements. On équipe 84 départements et 34 départements en télégestion. Et on a fait des relevés de GIR. Et en 5 ans, le nombre de GIR 4 en département en prise en charge de domicile était tombé de 67% à 64%. C'est pas que ça diminue, mais on commence à avoir des GIR 3 et 2 maintenus à domicile peut-être plus fortement qu'avant. Il y a quand même un mouvement de fond qui arrive, et je pense que l'État n'y est pas pour grand-chose. C'est c'est l'humain, en fait. C'est c'est les gens, c'est cette somme de personnes maintenues à domicile qui opèrent leur choix et qui choisissent et qui font qu'il y a une maintenue plus souvent. Et moi, l'État qu'organise, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Quand on nous dit, notamment dans le cadre du Ségur, je le rappelle comme 500 millions d'euros fléchés pour le secteur, 600 millions, pardon, pour le secteur médico-social. En même temps, Doctolib fait une levée de fonds par la Caisse des dépôts de 500 millions. Oui. Intrus. Tout est relatif. C'est quand même de dire... Aujourd'hui, on a des outils de TG, on a des outils qui nous obligent à normaliser des échanges, etc. Les aides à domicile, pour discuter d'un cas d'une personne prise en charge, utilisent WhatsApp. Aujourd'hui, ils utilisent toujours WhatsApp. Parce que si on ne tient pas compte de ça, on ne va pas interdire WhatsApp. Donc, j'ai l'impression, moi, qu'à chaque fois qu'on veut réglementer, qu'on veut organiser, on est dépassé par la technique, par les gens, par les usages, par etc. Enfin, Ça voudrait dire mieux d'État et que les seniors soient plus acteurs de leur dépendance ? Si vous voulez, c'est la différence que suggérait Franck quand il parlait de la politique du handicap. Quelle est la différence entre la politique du handicap et la politique de l'âge ? C'est pas parce que j'ai eu l'honneur de faire voter la loi de 2005 sur le handicap, mais la loi de 2005 est une loi fondée sur la citoyenneté. C'est-à-dire le principe, les fondamentaux de ce texte
c'est effectivement de reconnaître la citoyenneté et la participation de la personne. Et dès lors que le socle politique est la citoyenneté, l'affirmation de la citoyenneté et de la participation, naturellement, ça suggère la question du libre choix, de l'autodétermination et quelque part d'un agencement qui se configure en fonction du projet, ce qu'on appelle dans le champ du handicap le projet de vie de la personne, que le législateur a posé dans la loi comme un élément de repère. Dans le champ de l'âge, c'est une politique de la dépossession et, convenons-en, parfois de la relégation. On ne peut pas avoir de mots plus sévères que ceux du Comité consultatif national d'éthique qui, pendant la crise Covid, a parlé de la relégation de la personne âgée. Regardons le modèle que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le champ institutionnel. Je ne parle même pas des scandales. Je parle de la réalité de ce modèle-là, qui conduit à la désaffection des familles, qui conduit à la désaffection des personnels recrutés. Il y a des EHPAD aujourd'hui où 80% des personnels sont intérimaires, avec un effet de procyclicité sur la masse salariale qui rend le modèle inopérable. Vous avez entendu comme moi la longue plainte légitime des EHPAD publics, ça a commencé par le public, rejoint par le privé non lucratif et par le privé, avec l'effet de débloquer une ligne à 650 millions d'euros qui va faire un peu de bien à défaut de faire du mal. Mais si vous voulez, fondamentalement, un modèle inchangé, ça ne passe pas. En revanche, il y a des questions intéressantes à se poser. Comment gérer une situation agentielle complexe ? On est bien capable aujourd'hui d'accueillir des personnes adultes avec un autisme sévère dans des environnements institutionnels qui prennent en compte la situation. Quand vous avez une personne en situation de polyhandicap adulte, cette personne, elle a à la fois des troubles cognitifs, à la fois des handicaps, comment dirais-je, intellectuels et physiques. Ce sont des cas complexes, oui. Eh bien, les établissements se sont, au fond, élaborés, se sont construits sur la base d'un projet, d'une réponse à apporter à ces personnes dans le respect de sa citoyenneté. Qu'est-ce qui s'est passé dans le champ du handicap ? Je veux dire que ce sont les familles et les personnes qui, par des mouvements spontanés, se sont organisés pour fabriquer des réponses là où la puissance publique ne savait pas les fabriquer. Et je pense que dans le champ de l'âge, à travers le mouvement domiciliaire, on a la possibilité, effectivement, de faire émerger un modèle, et je ne doute pas que la puissance publique le consacrera dès qu'il l'aura sous les yeux. Mais la puissance publique, dans son organisation aujourd'hui, et dans un vide politique, je suis obligée de le dire, ne peut pas être à l'origine de la résolution de cette question de société. C'est une question de société. Donc il faut une coordination entre tout ce monde-là, le monde privé, les outils, le monde public. Il y a déjà, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Marianne, il y a une grosse différence aussi entre la politique qui génère les différences qui existent entre la politique de l'âge et du handicap, c'est la représentation des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... La dignité. Il y a aucune association, enfin, il existe quelques-unes, mais il y a très peu d'associations qui représentent les personnes âgées dépendantes, par exemple. Vous avez des représentations des personnes âgées retraitées, mais au titre du fait qu'elles soient pensionnées, voilà, mais pas des personnes âgées. Ce qui fait que, du coup, d'un point de vue même d'arriver à faire entendre sa voix, à l'inverse du mouvement handicap qui, lui, a effectivement beaucoup d'associations, quasiment une association par type de grand handicap, voilà. Du coup, des salariés aussi au service de ces associations. Bien sûr. Là, du coup, on n'a pas du tout ce parallélisme. Et ça, effectivement, ça fait que la voix des publics est beaucoup plus difficile à entendre. Ensuite, je pensais à un exemple. Ça me faisait penser à un exemple. C'est l'exemple de ce qu'on appelle le baluchonnage, ou le relayage, qui est justement, qui est une solution qui vient du Québec. Le principe, c'est simple, hein, c'est quand les dents est épuisé, il appelle, ce qu'on appelle donc du coup au Québec un baluchonneur, qui vient poser son baluchon pendant au Québec, c'est jusqu'à 15 jours d'affilée, pour remplacer la personne pendant qu'elle prend des congés. Bon, ce dispositif-là, qui existe depuis une dizaine d'années au Québec, a été importé en France. Et en fait, la manière dont on a traité le problème, c'est quoi ? On l'a traité d'un point de vue, effectivement, droit du travail,
Donc, c'est pas 15 jours, c'est que 6 jours. Ok, très bien. Pourquoi pas, hein. C'est les spécificités du droit du travail français qui sont pas les mêmes que le canadien. C'est certes. Que le québécois. Bon, voilà. Ensuite, on se dit, ok, alors on finance l'ingénierie de mise en place du projet. Ok, très bien. Et après, on fait une expérimentation sans aucun financement pour voir combien les familles sont prêtes à payer pour avoir un baluchonnage. En fait, la réponse, donc du coup, elle est extrêmement faible. Hein. La réponse, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'un baluchonnage de 6 jours, en gros, ça coûte 4 200 €. Voilà. Donc, effectivement, qui est capable de sortir 4 200 € pour partir en vacances pendant 6 jours, pour des vacances qui vont probablement coûter le quart, hein. Pas grand monde. Bon, et ça, en fait, on n'avait même pas forcément besoin de faire une expérimentation pour le savoir. Hein. On reste en France en même temps. C'était à peu près, couru d'avance. Vécu. Et en revanche, ça, c'est quoi? Ça, c'est le fait de se dire, parce que faire une étude de combien ça coûte, ça, c'est pas sorcier. Hein. Enfin, je veux dire, ça, il y a besoin de s'y mettre 2 mois, et puis au bout de 2 mois, on trouvera des gens très intelligents qui arriveront à sortir un coup de revient. Voilà. En revanche, en gros, là, on est sur, justement, exactement cette problématique-là. C'est-à-dire, j'ai un besoin qui émane du terrain. C'est-à-dire, j'ai mes aidants qui me disent, et qui vont dire à France Alzheimer, qui vont dire aussi à l'association Autisme France, on est épuisé, on n'en peut plus, trouvez-nous des solutions. Alors, la solution qui, elle, est complètement financée, c'est quoi? L'accueil, établissement, évidemment, accueil de jour, internat, pas de problème. Voilà. En revanche, dans l'autre sens, là, c'est moins une évidence. Et d'ailleurs, quand on regarde même au niveau de la 5e branche maintenant, les financements, les équilibres, hein, c'est quand même 80% pour les établissements, et à peu près... Alors ça augmente, hein, ça augmente. Il y a eu des efforts qui ont été faits là-dessus, mais on est entre 15 et 20% pour le domicile. Alors que en établissement, hein, on a quand même 600 000 personnes accueillies, on en a 3 millions à domicile. Enfin, après c'est pareil, hein, en termes d'équilibre, on n'y est pas. Si on veut être clair, je pense que si vous voulez, à part dans les situations de pathologie neurodégénérative très avancées, ou bien dans des situations sanitaires très complexes, avec des pathologies qui se mélangent aux unes et aux autres et qui créent des cas très complexes, pour lesquels il faut un environnement très médicalisé, très sophistiqué. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui justifie que la personne, fondamentalement, ne puisse pas vivre chez elle? J'ai envie de dire. Qu'est-ce qui le justifie? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous constatez, quand vous regardez les statistiques, que le girage augmente à domicile. Enfin, ou décroît, si vous voulez, au sens des gires plus petits qui sont plus représentés à domicile. Et je ne vous parle même pas de la situation de ceux qui, pour des défauts de moyens et d'incapacité de supporter le reste à charge en établissement, restent chez eux dans des conditions inacceptables. Parce que alors, ces situations-là, elles passent complètement à travers les écrans radars du décideur public. Donc, enfin... Moi, ma conviction est extrêmement forte, et on en parle souvent avec Franck, on se retrouve souvent sur les mêmes combats, et ça fait un petit moment que ça dure. C'est vraiment la nécessité absolument impérative de passer en 3D et de regarder le modèle différemment. Un modèle constant, ma conviction est que ça ne passe pas, ou si ça passe, c'est dans des conditions qui sont inacceptables par le corps social. Là, par exemple, on a eu une loi sur l'accompagnement de la fin de vie. L'accompagnement de la fin de vie, la manière dont ça a été traité, et ce qui est très bien, enfin, voilà, c'est de dire, je dois pouvoir choisir quand je décide de mourir. Mais on n'a pas posé la question de manière plus large, c'est où? Parce que typiquement, les services... Non, mais tout ce qui est soins palliatifs, par exemple, aujourd'hui, couplé à de l'hospitalisation à domicile, et ça, pour le coup, on n'en parle quasiment jamais, hein, mais il y a plein de situations où, effectivement, le patient, il demande à sortir de l'hôpital pour pouvoir mourir chez lui. Oui, c'est vrai. Effectivement, avec un accompagnement spécifique de son patient. Et ça existe déjà, en fait. Et ça existe déjà. Et tant mieux. Tant mieux. Mais effectivement, dans ce débat-là, par exemple, le lieu... Alors,
limite, le choix qui a été débattu, c'est le pays dans lequel on peut le faire. C'est-à-dire que, en fait, pour ne pas être obligé d'aller en Suisse ou en Espagne, en fait, il fallait légiférer. Voilà. Mais on pourrait aller au-delà de ça. Enfin, convenons quand même que le rôle de la puissance publique est de tout faire pour que nos concitoyens n'aient pas envie de mourir. Je me permets juste de rappeler ça. Alors qu'effectivement... Vous avez raison, c'est un minimum. Je ne pense pas que ce soit un peu de boulot. Je pense que c'est un vrai projet de société. Ah oui, qu'on n'arrive pas à entrer dans la situation individuelle où on arrive à résoudre l'équation de la personne qui veut mourir, ça c'est un autre sujet. Et ça ne regarde pas le décideur public, qui doit protéger le libre choix de la personne jusque sur cette décision. Mais on ne peut pas construire une politique publique sur cela. Le devoir du décideur public est de faire que nos concitoyens ne soient pas désespérés à l'idée d'être très vieux et éventuellement à la charge de ses proches. Oui, souvenez-vous de ce film dont je ne sais plus quel est l'auteur japonais qui raconte l'histoire de la fin de vie, effectivement, de ces personnes très âgées au Japon, qui effectivement finissent par choisir de s'exiler et de mourir tout seul, précisément pour ne pas peser sur leur famille, compte tenu de l'exiguïté des marges de manœuvre d'un ménage japonais en zone urbaine. On ne peut pas, à mon sens, imaginer une politique de l'âge qui n'aurait pas comme ambition d'affirmer la citoyenneté de nos concitoyens, même s'ils sont désorientés. J'ai eu peur que vous me citiez Soleil Vert sur les personnes âgées. Je me suis dit, oulala, ça va être embêtant. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça, mais si vous voulez, c'est un sujet qui est extrêmement important, parce que je pense que si on veut donner un vrai regain d'intérêt démocratique à nos politiques publiques, il faut avoir cette ambition qui est une ambition démocratique. Je suis d'accord. Moi, juste pour illustrer vos propos, c'était en 2012. Ma mère me dit, fin de vie, longue maladie, etc. Je veux mourir à domicile. OK. En fait, elle a dû passer 5-6 jours à l'hôpital, mais au bout de 21 jours, le HAD me dit, non, il faut l'envoyer à l'hôpital, etc. Je dis, pourquoi ? Bon, on l'envoie à l'hôpital, puis quand on envoie quelqu'un comme ça à l'hôpital, ça désorganise tout. Le SAD, tout est désorganisé, tout a... Bon, puis, et en fait, j'apprends que le HAD ne pouvait pas conserver à domicile plus de 21 jours quelqu'un pris en charge. Donc, il fallait l'envoyer à l'hôpital, refaire une sortie et en rebelote pour 21 jours. Ça, c'est quand même beaucoup de travail. J'ai l'impression qu'on a posé la question, mais on n'a pas répondu, en fait. Est-ce qu'il y a plein de sujets c'est pareil, les personnes qui travaillent au domicile, est-ce qu'on va en avoir suffisamment ? Alors que partout, on est en pénurie de salariés. Où est-ce qu'on va les chercher ? Où est-ce qu'on les trouve ? Comment on les forme ? Comment on les paye ? Est-ce qu'on les paye assez ? Enfin, ça fait des tas de questions. Les niches fiscales, est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu plus intelligent sur les niches fiscales ? Je crois que ça pose vraiment très clairement une question qui est celle des ressources de notre système de protection sociale. Aujourd'hui, notre système de protection sociale est assis sur deux grandes ressources. La ressource fiscale pour l'assurance maladie, qui a désorganisé la gouvernance de l'assurance maladie au passage, et des ressources qui sont les cotisations sociales pour le reste. Et pour le reste, c'est le reste à charge, c'est-à-dire l'épargne, le patrimoine, les revenus des ménages. Je pense que, si vous voulez, dans une société de l'avancée en âge, avec une vraie ambition sociale, un vrai projet de politique sociale, il va falloir de manière très volontariste, reposer la question du financement. Quand nous étions ensemble à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Franck, souvenez-vous, la question de la complémentarité de la 5e branche, nous l'avons posée ensemble. Et effectivement, nous sommes dans un système où on ne peut peser ni sur les prélèvements obligatoires, ni sur le coût du travail. Soyons imaginatifs. Posons-nous la question de savoir quelles sources de financement on peut trouver. Mais trouver des sources de financement, si on ne définit pas le modèle que ça doit financer, c'est beaucoup trop court. Et donc, nous avons cette obligation de travailler sur deux sujets. Pour moi, ce qu'on appelait à tort le virage domiciliaire, ce qui est en réalité l'approche domiciliaire, le fait de vieillir chez soi, quel que soit l'endroit où on habite, la résidence autonomie, l'EHPAD et le chez-soi, ça, c'est ce que nous devons définir. Et ça se fonde sur un principe clair, pour moi, l'expression de la citoyenneté de la personne. La question qu'on doit poser à une personne qui avance en âge, c'est qu'est-ce que tu veux ? C'est ça, c'est le sens. Et est-ce que c'est bien ça que tu veux ? Et est-ce qu'on est bien d'accord ? C'est ça. À partir du moment où on a ça, qui est principiel et quasi philosophique,
alors il est beaucoup plus aisé de poser la question des financements. Et sur cette question des financements, je crois qu'il faut arrêter de rabâcher sur l'étroitesse des finances publiques. Je rappelle que nous sommes dans un pays où il y a un stock d'épargne vie, d'assurance vie de 1600 milliards d'euros. Moi, on ne me fait pas pleurer sur les capacités de financement de notre modèle social, quand je sais que par ailleurs, il y a un stock d'assurance vie à 1600 milliards d'euros. Je suis désolée, ça ne m'arrache pas une larme. Et donc, je dis, osons avoir le courage de réadresser vraiment la question du financement. Ok, je vais prendre la balle au bon. Est-ce que vous auriez chacune 2-3 trucs pour réussir ce fameux virage, qu'on va plus appeler virage? Un projet de ensemble. société. Alors, non, mais alors déjà, d'un point de vue sémantique, tout à l'heure, je crois que c'est Arnaud qui disait, il faut voir si les gens ont envie d'être maintenus à domicile. Et cette notion d'être maintenu, c'est évidemment, enfin de maintien à domicile, qui est une expression qui revient régulièrement. Et celle-là, elle est exactement l'inverse de l'expression de la liberté d'une personne. Je veux pas être maintenu, C'est ça. parce que le maintenu, il renvoie évidemment quasi une notion de détention. Voilà. Je suis maintenu contre ma volonté. En revanche, je veux être accompagné. Voilà. Je veux être accompagné, je veux avoir des professionnels qui m'accompagnent. Et à ce titre-là, vous voyez, même par exemple la question que vous avez posée sur est-ce qu'ils sont assez payés ou pas, personne ne se pose la question de savoir si son médecin ou son infirmière est assez payé. Personne ne se pose cette question-là. C'est vrai. Personne ne se pose la question de savoir si, quand j'appelle un plombier ou un serrurier, il est assez payé, ou si le malheureux, il a du mal à finir ses fins de mois. La question, elle ne se pose pas parce qu'en fait, c'est intégré. Et en fait, la valeur qu'ils ont créée, qu'elle soit économique, sociale ou autre, elle est perçue. Elle est perçue. Ouais, je comprends. Or, sur nos métiers du domicile, il y a encore déjà il y a une espèce de confusion, parce qu'on est évidemment sur un métier qui est extrêmement féminin, donc du coup, de confusion entre le domestique, Oui, que c'est vrai. tout le monde peut faire, tout le monde peut préparer un repas, tout le monde peut faire du ménage. Enfin, c'est ça Ouais, je comprends. l'image qui est Ouais, projetée. l'imagerie populaire. Ouais. Et alors qu'en réalité, quand on voit le travail d'une auxiliaire de vie, en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, moi, j'ai des bénéficiaires qui, par exemple, ne peuvent plus s'exprimer qu'en battant des paupières. Bon, quand vous avez quelqu'un qui est capable de comprendre, quelqu'un qui est complètement qui est atteint d'un lock-in syndrome, ça n'a rien à voir avec une femme de ménage. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec une activité de domestique. Et effectivement, à partir du moment où il y a cette projection-là, du coup, ce regard, il change complètement. Et la question de la rémunération, en fait, elle va de soi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand vous regardez, par exemple, vous allez sur Le Bon Coin, vous pouvez faire le test, des personnes en situation de handicap qui recrutent des auxiliaires de vie, les recrutent sur des salaires qui sont de l'ordre de 2300-2500 euros. Ce qui n'est aucunement dans les grilles conventionnelles. Sur Le Bon Coin. Bien sûr, C'est évidemment. Parce qu'ils savent en fait la valeur que ça va leur apporter dans leur vie quotidienne. D'accord. Et ça, c'est essentiel. On ne se pose pas la question sur l'accompagnement du jeune enfant. Ouais. C'est pour ça que je parlais Et de sur formation les- aussi. Excuse-moi pour le maintien à domicile, mais quand on a lancé la boîte, on parlait d'aide ménagère encore. Donc c'est pour ça, les relents comme ça qui restent. Alors, 2-3 trucs pour finir, parce qu'on pourrait rester des heures. Mais... Non, je crois qu'il faut vraiment s'intéresser à la question de l'agencement, de la réponse. Ça, si vous voulez, c'est un axe absolument indispensable. C'est ce qui va rendre opérable, effectivement, la réponse aux besoins de la personne dans un environnement domiciliaire. Et ce sujet est très mal, identifié. Il peut d'ailleurs entrer tout à fait dans les activités d'une auxiliaire de vie qui va avoir une responsabilité d'agencement. Mais il y a là une qualification professionnelle très particulière. Et le simple fait, si vous voulez, de l'identifier me semble déjà être un petit pas tout simple pour permettre effectivement cette transformation domiciliaire. Sans cela, le domicile aura toujours cela de très précaire, c'est qu'on ne sait pas si les solutions qu'on peut imaginer à domicile vont être durables et si elles vont simplement répondre vraiment globalement à la question que pose la personne. Arnaud ?
c'est un peu difficile après ce côté Ah humain. bah oui. Moi, je vais revenir au niveau technique. Nous, je pense que ça va vraiment dans le même sens dans ce que vous découvrez, de ce que vous découvrez, Marianne, c'est le côté de toute manière, la puissance publique va adopter ça parce que les gens, Obligé. les usages changent. Nous, notre job, c'est d'essayer d'accompagner ces nouveaux usages-là et de se dire, OK, il y a WhatsApp, comment on peut faire pour rendre des logiciels un peu plus interopérables, comment on peut faire pour travailler un peu plus. C'est notre job, c'est ça aussi. Et ça nous oblige à nous repenser, nous aussi, parce que faire l'informatique comme il y a 10 ans ou 15 ans, c'est mort, quoi. Oui, bien sûr. On doit honnêtement, nous aussi, repenser notre Mais feuille de route. si vous me permettez, c'est toute la question du design d'usage. À Ça plaît travers beaucoup l'émergence chez nous. Ça. de ces nouvelles solutions, de ces Tout à fait. nouvelles réponses fondées sur l'usage. Exact. Alors, si on est sur l'informatique, mais effectivement, je pense que c'est un élément essentiel, y compris pour résoudre les problématiques de personnel. Oui, bien sûr. Non, mais aujourd'hui, il n'y a aucune solution logicielle. Alors peut-être que Arch est en train d'en développer une. Et il nous le dira peut-être pas ici, mais On saura en sortant. Je n'en sais rien. Arnaud, on on te va laissera tout le savoir. scoop, Arnaud. Non, mais il y a aucune solution qui digitalise l'intervention en elle-même. Oui. Il y a effectivement, on a de très bons outils qui nous permettent justement de gérer tout ce qui est autour de l'intervention. La planification des interventions, la création du dossier, la réception l'envoi des factures, la création des fiches de paye de nos salariés. Mais l'intervention en elle-même, elle n'est pas du tout digitalisée. Or, effectivement, une auxiliaire de vie formée spécifiquement, avec effectivement des outils ergonomiques, elle pourrait faire énormément de choses à domicile, ne serait-ce que, par exemple commander des courses Bien sûr. en livraison. Plutôt que d'aller passer 1h15 À faire la- à sortir la voiture, aller chez Leclerc, bon, sans parler du carbone qu'on voilà, chez Leclerc, faire la queue, truc, talala. Alors qu'en réalité, là, on peut, avec un outil qui est juste un simple smartphone, il n'y a même pas besoin d'inventer, justement, avoir un gain de temps, ce qui fait que mon temps humain, qui est lui extrêmement précieux, parce que lui, il crée une vraie valeur qui est toute la notion de lien social, y compris pour les gens qui sont extrêmement isolés. Et c'est par ailleurs des choses qu'on reproche au niveau, par exemple, de l'évaluation du GIR. Il n'y a aucune mesure de tout ce qui est entourage. C'est-à-dire, et effectivement, quand je suis GIR 1, deux GIR 1, un très entouré, l'autre très isolé, ils sont dans des situations qui sont mais radicalement différentes. Et peut-être que celui qui est isolé, il n'y aura peut-être pas d'autre choix que de l'envoyer en établissement, alors que celui qui est entouré va pouvoir plus facilement rester à domicile. C'est presque au cas par cas. Et c'est génial. Quasiment, Au cas par finalement. cas, On bien reboucle. sûr. C'est ça. l'écosystème, C'est ça. l'écosystème dont vous parliez. C'est tout à l'heure. l'écosystème dont Et- dont je exactement. parlais. Et si j'ouvrais une fenêtre pour une prochaine émission, c'est aussi l'avantage de l'IA qui va arriver, qui est là déjà, qui peut même déjà savoir ce qu'il y a dans le frigo, qui peut même déjà commander en fonction de... voire même la robotique derrière. Oui, clairement. C'est un Donc, autre- c'est un autre sujet, mais Prochain c'est, process. mais c'est pour ça, j'ouvre une fenêtre. Non, mais et si le dernier point qui me semble extrêmement important aussi pour rebondir sur ce qu'évoquait Marianne concernant la partie financement, c'est il est évident qu'il faut arriver à sortir des schémas déjà établis. Traditionnel, ouais. Et donc, déjà, faut quand même... Parce que souvent, dans le social et dans les ministères sociaux, on raisonne ni avec les moyennes, ni avec les médianes, on raisonne avec le dernier décile. C'est-à-dire, comment on fait pour que les gens les plus pauvres aient accès aux services. En soi, philosophiquement, évidemment, ça choque personne. Bien sûr. Voilà. Mais en revanche, créer le système, penser un système uniquement pour que les plus pauvres y aient accès, en fait, ça revient à dégrader complètement Oui, le bien sûr. système. Voilà. Si on raisonnait sur des médianes ou sur des moyennes, en se disant, oui, les gens, le français moyen, déjà à 80%, il est propriétaire quand il atteint des âges au niveau de dépendance. Marianne le rappelait, il y a quand même des stocks d'épargne colossaux. Mhm. Parce que 1600 milliards, pour les retraites, pour équilibrer le régime de retraite, on cherchait 11 milliards. Oui, En me titre souvenir. de comparaison, oui, c'est vrai. voilà. Oui, oui. Ce Ça n'est laisse qu'un- rêveur. voilà, ce n'est qu'un %, c'est-à-dire c'est en dessous de l'inflation. Là-dessus, il faut évidemment qu'on arrive à raisonner
sur justement tout cet équilibre et sur une logique globale de système, y compris financier. Alors j'étais plutôt pessimiste en vous écoutant au début, et puis là je me sens plutôt optimiste. J'ai juste une dernière question. Qui va prendre la décision enfin de bosser correctement ? Là j'ai un blanc. Non, C'est compliqué. Moi, je crois beaucoup. Ça va se faire seul ? Oui, enfin, moi, je crois énormément. Si vous voulez, c'est le. Et pourtant, elle tourne, quoi. C'est-à-dire D'accord. que on peut être dans des approches logique de normatives, l'histoire, ça va se descendantes et structurées. On se rend compte que dans le champ social, les grandes transformations, les grandes évolutions sont moins le fruit de celui qui régule ou de celui qui définit la norme que de l'utilisateur et que du terrain. Et moi, personnellement, je crois que ce mouvement qui s'est engagé là ne s'arrêtera pas. Alors, c'est vrai que les personnes sont assez mal représentées, mais leurs aidants commencent à se faire entendre. Aujourd'hui, dans les négociations sociales, la question des aidants se pose et elle est connexe à celle des personnes aidées. Et quelque part, l'aspiration de nos concitoyens, au fond, à une exigence de respect de leur citoyenneté jusqu'à la dernière seconde de leur vie, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse faire l'impasse dans les années qui viennent. Bon, dans les 10 minutes qui viennent, vous êtes d'accord ? On la crée, cette association qui manque pour les personnes âgées. C'est parti. On y va. Allez, Marianne, Franck, Arnaud, vous êtes formidables. Vraiment, vous m'avez donné la pêche. J'espère que vous avez raison. En tout cas, ça prouve que vous réfléchissez sur le contenu. Ça fait longtemps, je sais. Merci à tous les trois. Ça fait vraiment du bien de vous entendre. Comme vous le constatez, nos émissions sont sans langue de bois. On n'évite pas les sujets. C'est ce qui fait avancer les choses. En tout cas, je l'espère. Et tout ça grâce à nos invités. Fin de ce numéro de Déclic d'avenir. On se donne rendez-vous au prochain épisode, toujours avec plaisir, avec toujours aussi une pensée pour toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour au domicile. Salut. Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable.